Arthur était un roi impitoyable, possédant tout le pouvoir de sa nation, mais il mourut pourtant de solitude. Cependant, tout bascule lorsqu'il renaît en tant que prodige de la magie auprès de parents aimants. Il devient alors le magicien le plus puissant, uniquement pour protéger sa famille et anéantir quiconque oserait leur faire du mal. Tout commence dans sa vie antérieure, où Arthur est un roi très féroce, ayant atteint l'apogée du pouvoir, mais malheureusement son corps ne peut suivre son ambition, et il finit par s'éteindre. Quand il ouvre les yeux, il se retrouve dans un monde différent où un couple, Ray et Alice, l'appellent leur précieux fils, et il réalise qu'il a été réincarné. Les jours passent et Arthur se sent frustré par sa nouvelle vie car il ne peut rien faire en tant que bébé jusqu'au jour où il voit Ray utiliser la magie pour briser un rocher et se blesser, mais Alice guérit Ray avec du mana. Curieux, Arthur décide d'en apprendre davantage sur ce concept. Quelques mois plus tard, lorsqu'il apprend à ramper, il se faufile dans la bibliothèque pour lire un livre sur les royaumes. Là, il découvre les deux types de mages, les amplificateurs et les conjurateurs. Mais la clé pour contrôler le mana est de développer son noyau de mana en canalisant tout son mana en un seul point pour le former. Même si la plupart des gens ne peuvent contrôler le mana avant d'atteindre l'âge adulte, Arthur reconnaît une technique similaire de sa vie antérieure et tente de reproduire le processus de méditation, mais Alice apparaît et l'interrompt. 2 ans plus tard, Ray enseigne à Arthur le maniement de l'épée, mais Alice désapprouve et réprimande Ray car c'est bien trop tôt pour Arthur. Cependant, Alice emmène Arthur en ville avec elle pour faire les courses et à chaque fois, les yeux d'Arthur brillent d'une lueur particulière dès qu'il aperçoit des armes et de la magie. Et en voyant Ray revenir de ses aventures, Arthur réalise que puisque les gens sont autorisés à posséder des armes et de la magie, il doit obtenir du pouvoir aussi vite que possible. Un jour particulier, Arthur observe Ray utiliser la magie pour soulever des rochers et aussi faire s'envoler une feuille avec une force pure, ce qui excite Arthur à former rapidement son noyau de mana. Peu de temps après, Alice laisse Arthur lire, alors il médite en rassemblant le mana en un seul point. Et quand il y parvient avec succès, le résultat déclenche une énorme explosion dans la maison, alors Ray et Alice se précipitent dans la maison endommagée à sa recherche. À leur plus grande surprise, ils voient Arthur flotter comme un ovni et réalisent que leur fils est d'un tout autre niveau pour avoir pu créer un noyau de mana à un si jeune âge. Dès qu'Arthur atterrit sur le toit, il tente de s'enfuir, mais malheureusement ses petits pieds ne lui rendent pas justice. Alors qu'il craint le pire, ses parents le surprennent en risquant leur vie pour le protéger. Après avoir confirmé qu'il allait bien, il pleure de soulagement et Arthur réalise enfin ce qu'est un lien familial. 2 ans plus tard, Ray continue d'entraîner Arthur et Arthur dépasse ses attentes en enveloppant son épée en bois de mana et en coupant la brindille de Ray. Plus tard ce jour-là, Ray en informe Alice et lui explique qu'Arthur a besoin d'un vrai professeur. Elle est en total désaccord avec Ray car il lui avait dit un jour qu'il s'occuperait de l'entraînement d'Arthur. Alors Ray lui explique que leur fils est bien trop talentueux pour qu'il puisse le gérer. Malgré toute sa logique, Alice refuse de céder et cela débouche sur une grosse dispute. Réalisant que prendre parti pour l'un ou l'autre ne rendrait pas justice, Arthur propose une troisième option, que tout le monde l'accompagne dans la ville lointaine où il sera entraîné. Ils acceptent immédiatement et préparent joyeusement leur sac. Le lendemain, le groupe de Ray et Alice, les cornes jumelles, se présente à leur maison pour les aider à déménager. Et pendant ce temps, Arthur se présente à Adam, le lancier. Soudain, Angela, la mage du vent du groupe, l'attrape et enfouit son visage dans sa poitrine généreuse en le traitant de mignon. Mais Durden, le grand costaud de l'équipe, le sauve. Arthur remercie Durden, mais aperçoit ensuite Jasmine le dévisager comme un en-cas de minuit, et il se sent mal à l'aise, mais Hélène apparaît et dissipe la tension. Sur ce, le groupe se met en route, et alors qu'Arthur est excité par son tout premier grand voyage, il qualifie leur méthode de transport actuelle de primitive, loin des vaisseaux spatiaux volant de sa vie passée, mais au moins, il profite du trajet avec sa famille. Après avoir roulé un moment, le groupe fait une pause et Arthur apprend qu'il se dirige vers une ville appelée Cyrus. Alors que les hommes sont assis dehors en guet, une meute de loups affamés apparaît, alors l'équipe déploie ses compétences sur les pauvres canidés. Là, Arthur apprend que Jessica, Adam et Jasmine sont des amplificateurs, tandis qu'Angela et Durden sont des conjurateurs et ils souhaitent utiliser la magie comme eux. Après l'assaut, Ray annonce qu'ils ont beaucoup de viande à partager. Plus tard, cette nuit-là, ils se régalent de leur festin et Arthur s'inquiète pour Alice après avoir vu qu'elle n'a pas beaucoup mangé mais elle l'assure qu'elle va bien. En voyant que le bras de Ray est blessé, Alice s'approche de lui pour le soigner. Mais les membres du groupe lui disent d'attendre avant de former un cercle autour d'elle et juste après, on lui donne le signal d'utiliser sa magie. Pendant qu'Alice guérit Ray, Arthur apprend qu'elle est une émettrice, une classe de magiciens si rare qu'Arthur a dû vivre avec Alice à la campagne pour éviter qu'elle ne soit repérée, sinon elle pourrait devenir une cible. Une fois
Ray remis sur pied, Adam emprunte Arthur pour un entraînement et Arthur voit les autres regarder avec impatience. Il se demande pourquoi Adam l'a choisi parmi les autres, étant donné son âge. Mais quand il voit Adam prendre position et se préparer au combat en amplifiant sa lance, Arthur devient sérieux et enduit son épée de mana. Non seulement cela, il applique du mana à ses pieds, ce qui surprend tout le monde et charge Adam avec une vitesse immense. Ce dernier a du mal à suivre, mais Arthur perd l'équilibre et le récupère rapidement pour parer une attaque. Il bondit ensuite sur Adam et Adam se donne instinctivement à fond pour bloquer l'épée d'Arthur. Malheureusement, l'onde de choc de leur affrontement envoie Arthur voler, mais Andrella utilise rapidement sa magie du vent pour amortir sa chute, le sauvant ainsi de toute blessure. Les autres réprimandent immédiatement Adam pour avoir été trop dur avec Arthur, mais Adam leur dit qu'il ne l'a pas fait exprès et qu'Arthur bougeait comme un monstre. Il se demande où Arthur a appris un tel mouvement et demande à Ray s'il a été très sévère avec l'entraînement des garçons. Mais Ray jure qu'il n'a pas poussé Arthur à ses limites. Tout à coup, Arthur voit Jasmine de près, alors il hurle comme s'il venait de voir Pennywise et lui demande ce qu'elle veut. Et à sa surprise, Jasmine demande comment il avait fait son pas éclair plus tôt. Il voit que Jasmine n'est pas du genre à lâcher prise tant qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle veut. Alors, au fil du temps, il lui montre les ficelles du métier tout en apprenant une chose ou deux des autres membres du groupe. Le temps passe et pour son anniversaire, Jasmine lui tend un couteau à fil et les autres, en la regardant, remarquent qu'elle s'est attachée à Arthur. Alors qu'ils se préparent tous à poursuivre leur voyage, Arthur voit Alice agir étrangement, alors il lui demande ce qui ne va pas, mais elle lui dit qu'elle va bien et ils montent dans la calèche. Leur voyage se déroule en silence, mais ils s'arrêtent soudainement après avoir réalisé qu'ils sont encerclés par des bandits. Les bandits sont plus nombreux qu'eux et le chef dit à ses hommes de ne pas blesser les femmes, car elles ont une grande valeur. Alors ils font pleuvoir des flèches sur les calèches, mais Angela en repousse beaucoup avec sa magie du vent. Les bandits se précipitent alors pour combattre les membres du groupe, mais les membres du groupe en abattent beaucoup comme des quilles. Individuellement, les membres du groupe surpassent les bandits, mais en raison de l'avantage numérique des bandits, les membres du groupe sont repoussés. Ray, qui combat le chef des bandits, est blessé. Alors Alice sort, inquiète, pour le soigner, mais il refuse et lui rappelle que s'il repère sa capacité, cela signifiera de gros problèmes pour elle. Alors il ordonne à Arthur de prendre Alice et de s'enfuir. Arthur refuse et veut se joindre au combat, mais Ray lui dit d'utiliser sa force pour protéger Alice parce qu'elle est enceinte. En entendant cela, Arthur réalise pourquoi Alice agissait étrangement, alors il l'attrape et s'enfuit avec elle, mais le chef des bandits essaie de les poursuivre. Mais Ray l'arrête et le repousse. D'autres personnes essaient d'arrêter Arthur et Alice, mais Jasmine et Helen leur ouvrent un chemin alors qu'Arthur s'enfuit. Il se souvient comment il s'était débarrassé de la famille d'un criminel malgré les supplications de l'homme dans sa vie passée. Il se demande s'il fait face au karma. Il court loin devant, mais alors qu'ils pensent qu'ils ont échappé aux méchants, un bandit utilise la magie du vent pour attaquer Alice, mais Arthur le voit et la pousse hors de danger. Dans le processus, il est frappé par l'attaque et projeté en l'air. Alors qu'Arthur tombe, il utilise son couteau à fil pour entraîner l'agresseur avec lui. Durden et Angela voient Arthur, alors ils utilisent rapidement leur magie pour l'empêcher de tomber. Mais ils échouent, alors Arthur s'en remet au destin alors qu'il tombe de la falaise. À ce moment-là, il comprend ce que le criminel de sa vie passée avait voulu et le manque d'hésitation des gens à se sacrifier pour sauver leur famille et comment il pleure à l'idée de ne plus jamais les revoir. Alors qu'il tombe vers les arbres, Arthur se sent triste en notant qu'il aurait pu être un grand frère. Des jours plus tard, Arthur se réveille et se demande où il est, mais quand Sylvia, un monstre hideux, apparaît, Arthur est mortifié. Il manque de fer dans son froc en fixant la créature géante et une fois qu'il voit Sylvia fermer les yeux, Arthur bondit pour s'échapper mais elle le repousse d'un doigt et lui dit qu'il a beaucoup à apprendre. Arthur est surpris qu'elle le connaisse et Sylvia lui dit qu'elle est de son côté. Puis elle cueille des fruits dans la grotte et les lui tend, disant qu'il devrait les manger s'il veut pouvoir bouger plus tôt. Arthur, plus préoccupé par ce qui se passe, essaie de la contredire. Mais son adrénaline s'épuise et son corps lui fait très mal, alors il gémit comme s'il venait de se faire voler ses bonbons. Sylvia lui conseille de ne pas bouger pour le moment et il devrait s'estimer heureux d'avoir survécu à la chute. N'ayant pas le choix, Arthur se jette sur les fruits et après s'être rassasié, il demande avec inquiétude des nouvelles de ses parents. Et Sylvia lui dit que sa famille est vivante et qu'il avait de continuer leur voyage il y a des jours. En apprenant que sa famille va bien, Arthur pleure de soulagement et il remercie Sylvia, mais elle le regarde en silence malgré ses blessures. Les jours passent, la blessure d'Arthur guérit et il souhaite retourner auprès de ses parents dès que possible. Mais cela ne peut pas arriver car il est à la lisière de la forêt d'Elcher, un endroit rempli d'animaux sauvages et de hors-la-loi. Bien que Sylvia lui dise qu'elle peut le faire sortir en ouvrant une brèche dans l'espace, cela prendra beaucoup de temps et d'efforts à préparer.
Alors, au lieu de rester assis à attendre, Arthur s'entraîne pour améliorer son agilité et ses coups. Pendant ce temps, Arthur voit que Sylvia le gâte et il note qu'elle est très chaleureuse et gentille, contrairement à son apparence monstrueuse. Après avoir transpiré, Arthur médite pour renforcer son noyau de mana, et une fois que Sylvia voit qu'il a déjà un noyau de mana, elle lui démontre en rassemblant du mana et en utilisant la magie en même temps et lui demande s'il peut faire de même. Arthur est déconcerté car c'est la première fois qu'il voit une telle chose et c'est à ce moment-là que sa conception du mana a changé, grâce à l'explication de Sylvia. Elle remarque son intérêt à apprendre la technique, alors elle lui dit qu'il sera très puissant s'il la maîtrise et elle lui demande ce qu'il aimerait faire de cette connaissance. Arthur y réfléchit et il se souvient des bandits qui ont blessé son groupe, alors il serre les dents et dit à Sylvia qu'il rendra justice à ceux qui le privent de ce qui lui est cher. À sa surprise, elle l'envoie voler d'un coup de doigt et lui dit qu'il a échoué au test. Confus, il essaie immédiatement de défendre son point de vue, notant qu'il est devenu le roi le plus puissant en éliminant les autres, mais Sylvia lui demande s'il aime avoir la tête pleine de l'idée d'abattre ses ennemis. Elle lui caresse la tête et lui demande si elle l'a frappé trop fort, mais il lui dit qu'il va bien, alors elle lui rappelle qu'elle peut le réduire en miettes avec les mêmes mains qu'elle utilise pour le toucher doucement. Et sur ce, Sylvia lui demande de faire son choix. Naturellement, Arthur choisit la seconde option et Sylvia explique comment la rage et la violence ne laissent que de la haine à la fin, même si elles procurent initialement un sentiment de bien-être. Arthur réalise son erreur et se demande ensuite pourquoi Sylvia se comporte comme si elle en savait beaucoup sur lui. Mais il conclut que c'est impossible et cette fois-ci, il répond correctement à sa question concernant son usage de la force en disant à Sylvia qu'il aimerait protéger les gens qui lui sont chers. Ailleurs, une autre bête qui traque Sylvia perçoit son odeur et s'enfonce plus profondément dans la forêt à sa recherche. De retour dans la grotte, alors que Sylvia enseigne à Arthur comment utiliser la magie tout en rassemblant du mana simultanément, elle lui dit que maîtriser cette technique augmentera sa capacité à exécuter la magie. Arthur prend son temps pour maîtriser cette compétence et il la compare à son contrôle du ki. Au moment où il perfectionne enfin la technique, il court joyeusement pour la montrer à Sylvia. Mais à sa surprise, elle le repousse en arrière, là où il est caché entre les rochers et elle lui dit de se taire. Juste après, il voit une autre bête qui ressemble à Sylvia mais en perçoit l'hostilité. Le monstre dit à Sylvia qu'il l'a trouvé grâce à l'odeur de son sang. Alors, il lui ordonne de le suivre mais elle refuse. Et à cause de cela, il l'attaque avec de la magie. À sa surprise, Sylvia se transforme en dragon et l'attaque avec une force magique qui raccourcit sa durée de vie déjà faible. Le monstre répond alors à son attaque par de nombreux barrages. Et pendant ce temps, Sylvia vérifie qu'Arthur n'est pas affecté. La voyant distraite, il lui lance une énorme boule de magie et à ce moment-là, elle arrête le temps et dit à Arthur de sortir. Il lui obéit et elle ouvre une brèche dans l'espace comme elle l'avait promis, mais s'excuse auprès de lui car la sortie sera toujours dans la forêt problématique. Elle l'assure que tout ira bien puisqu'elle lui a appris ce dont il a besoin pour survivre. Après avoir confirmé qu'il compte utiliser son pouvoir pour le bien, Sylvia lui tend un œuf qu'elle lui dit d'envelopper d'une plume, puis elle lui confère ses marques runiques et lui dit qu'il est temps pour lui de partir. Dans les quelques instants restants, Sylvia confesse qu'elle aurait pu le renvoyer chez lui à l'époque, mais elle a choisi de ne pas le faire parce qu'elle appréciait sa compagnie. Cela émeut Arthur aux larmes et il l'appelle sa famille. Mais Sylvia lui rappelle alors qu'il a une maman, alors Arthur l'appelle sa grand-mère. En entendant cela, Sylvia verse des larmes et lui demande de l'appeler mamie une fois de plus, et sur ce, elle le pousse dans le portail et Arthur est aspiré à l'intérieur. Elle désactive ensuite sa capacité d'arrêt du temps et l'attaque la frappe de plein fouet, la faisant tomber. Alors, l'autre monstre s'approche d'elle en se demandant pourquoi une telle attaque a pu l'assommer, mais au moment où il réalise qu'il a été piégé, il est un peu trop tard car Sylvia le foudroie à bout portant avec son souffle de dragon et il est pulvérisé. D'autre part, dans le vide, Sylvia dit à Arthur de transformer le monde en un endroit heureux même si c'est pas à pas, et elle l'encourage en disant qu'il était le roi le plus fort et qu'il ne devrait pas laisser son cœur se remplir de haine et de rage. C'est alors qu'Arthur réalise qu'elle le connaît, mais il se demande ensuite si c'est elle qui l'a réincarné après sa mort. Après un certain temps, Arthur se retrouve au milieu de la forêt, alors il garde l'œuf et se prépare à poursuivre son voyage. Mais tout à coup, il entend un son, il rassemble immédiatement du mana à ses pieds et bondit sur une haute branche d'arbre pour chercher des gens autour, mais il ferme rapidement son sac à dos pour empêcher l'œuf de tomber. Après cela, il observe son environnement et aperçoit un groupe de bandits essayant d'embarquer une jeune elfe nommée Tessia dans leur chariot pour la vendre plus tard comme esclave contre une bonne somme d'argent. Quand Arthur découvre leur intention, son sang commence à bouillir, mais il se souvient de l'avertissement de Sylvia concernant l'utilisation abusive de ses pouvoirs, alors il se calme et planifie une meilleure approche.
Pendant que les bandits commencent leur voyage, Arthur les suit lentement, s'assurant de garder sa présence cachée. Finalement, ils décident de camper pour la nuit dans un endroit différent où ils dînent, et Arthur les entend parler de leurs intentions de s'amuser un peu avec Tessia avant de la vendre. Alors, il s'irrite davantage. Initialement, il avait prévu de les suivre jusqu'à leur prochaine colonie, mais comme il ne pouvait garantir sa sécurité, il a changé d'avis et a médité jusqu'à la tombée de la nuit. Et à ce moment-là, il a remarqué des chiens de forêt qui obéissaient aux humains. Alors il s'est demandé pourquoi. Arthur aperçoit alors une laisse magique autour de leur cou et il trouve sa réponse. Alors il profite de la situation en ramassant de petits cailloux et en les lançant sur les chiens, les faisant aboyer. Les bandits les entendent et l'un d'eux essaie de faire taire les chiens pour éviter que leur bruit n'attire d'autres bêtes dans la forêt. Mais Arthur passe à l'action en se faufilant derrière lui et en l'abattant comme s'il sortait d'Assassin's Creed. Il prend ensuite l'arme de l'homme et l'utilise contre les autres. Après avoir éliminé la plupart des bandits, il tombe sur un bandit d'apparence puissante qui s'intéresse à ses capacités. Puisqu'Arthur peut utiliser la magie efficacement à ce jeune âge, l'homme croit que le vendre rapporterait encore plus d'argent que Tessia. Alors il charge Arthur qui essaie aussi de riposter et maîtrise facilement le garçon. Il balance Arthur comme s'il venait d'attraper un rat, mais Arthur lui brûle le genou avec du feu condensé et l'achève ensuite avec son couteau truqué. Après avoir éliminé tous les bandits, Arthur sauve Tessia et elle remarque quelques ecchymoses sur son bras et panique, mais il l'assure qu'il va bien. Réalisant qu'elle ne devrait pas voir de cadavre, Arthur couvre immédiatement les corps des bandits avec des morceaux de tissu et elle trouve son comportement étrange, agissant comme s'il était bien plus âgé qu'elle. Quand Tessia l'interroge sur les bandits, Arthur lui dit qu'ils ont simplement eu un malheureux accident et sur ce, il prend congé. Mais Tessia l'arrête, suppliant qu'elle ne peut pas voyager seule et qu'elle a besoin de rentrer chez elle. Arthur y réfléchit un instant puis décide de la ramener chez elle avant de reprendre son voyage et à sa surprise, la première chose que fait Tessia est de libérer les chiens de la forêt de leurs restrictions, laissant les bâtards retourner dans les bois. Le lendemain matin, après avoir voyagé un peu, Arthur prépare le petit déjeuner et offre à Tessia de la nourriture de la même manière que Sylvia à l'époque dans la grotte. Mais en raison de ses terribles talents culinaires, Tessia a du mal avec cela tout en se plaignant qu'elle veut quelque chose de sucré. Le voyage continue plus longtemps que d'habitude et Arthur apprend que Tessia passait toujours du temps avec son grand-père en raison de l'emploi du temps chargé de ses parents. Elle joue avec Arthur et il réalise comment les gens de son âge devraient agir. Mais pendant ce temps, Tessia apprend aussi qu'Arthur a été séparé de sa famille et aimerait les revoir bientôt. Alors qu'ils continuent leur voyage, Tessia trouve des lucioles, ce qui signifie qu'ils ne sont pas trop loin d'Elanoir, le royaume des elfes. Quelques heures après le début de leur voyage, Arthur remarque l'un des chiens de tout à l'heure qui les suit. Alors il garde son calme le plus absolu pour ne pas inquiéter Tessia et à la tombée de la nuit, ils installent leur camp. Là, Arthur essaie de faire reposer Tessia dans la tente pendant qu'il monte la garde à l'extérieur. Mais ses problèmes de confiance la rattrapent et elle avoue indirectement être terrifiée par les fantômes. N'ayant pas le choix, Arthur la rejoint dans la tente, contrairement à ce qu'aurait voulu son grand-père, puis il veille sur elle et la voit comme sa petite sœur. Le lendemain matin, alors qu'ils partent à la recherche d'Éléonore, Arthur ressent une douleur insupportable émanant de son noyau de mana. Tessia est donc forcée de chercher des herbes pour l'aider à se sentir un peu mieux, à aller mieux. Peu après son départ, le chien qui les suivait apparaît avec un animal en guise d'offrande de paix pour les avoir libérés plus tôt et Arthur est vraiment surpris. Un peu plus tard, alors qu'il festoie joyeusement de la viande, Tessia lui donne des champignons médicinaux qu'elle avait trouvés pour soulager sa douleur. Mais après les avoir consommés, l'effet devient si fort, si puissant qu'il le fait passer la nuit entière aux toilettes. Après avoir monté la tente pour dormir, Tessia essaie de raconter à Arthur l'histoire qu'elle a entendue sur la cause de la discorde entre humains et elfes, mais il s'endort à cause de la fatigue accumulée. Le lendemain matin, alors qu'ils continuent à leur voyage, Tessia demande à Arthur si elle peut l'appeler Art plutôt que par son nom complet, mais il la taquine à ce sujet, l'appelant en plaisantant princesse. Tessia se vexe alors profondément et lui fait remarquer qu'il vient de gâcher sa chance d'être son ami, prenant Arthur complètement par surprise. Peu après, ils trouvent une porte de téléportation que Tessia confirme être une entrée vers Éléonore. Elle entraîne donc Arthur avec elle. Quand ils arrivent, ils sont confrontés à une tonne de gardes royaux qui voient Arthur immédiatement, et c'est là qu'ils réalisent qu'elle n'est pas une elfe ordinaire. Choqué après avoir été maîtrisé par les gardes, Arthur regarde Tessia pour obtenir de l'aide, mais une sombre pensée de trahison de sa part lui vient à l'esprit, alors il se souvient n'avoir jamais eu d'amis dans sa vie passée.
Alors que les gardes essaient de se débarrasser de lui, Tessia intervient et leur dit qu'Arthur l'a sauvé, mais ils ne le croient pas jusqu'à ce que Varian, son grand-père et ancien souverain du royaume d'Allenoir, arrive et leur disent de libérer Arthur. Et à ce moment-là, Arthur apprend que Tessia est une princesse. Au moment où le roi et la reine arrivent, Tessia court pour les rejoindre et son père, Alduin, aperçoit Arthur. Il ordonne donc à ses gardes de le saisir car un humain n'a pas sa place dans leur royaume. Mais à sa surprise, Varian dit qu'il a ordonné aux gardes de se retirer. Perplexe, Alduin demande pourquoi, mais Varian lui dit qu'Arthur a sauvé Tessia. Tessia soutient également sa déclaration et elle crie à tout le monde de ne pas être méchant avec Arthur. Elle dit ensuite à Alduin qu'il est juste de permettre à Arthur de rester au château avec eux. Elle propose donc de faire visiter le château à Arthur, mais avant qu'il ne parte, Varian reporte sa rencontre avec lui, et Arthur sent une force écrasante émaner du vieil homme. Sur ce, Tessia l'entraîne avec elle et ils marchent vers le château, mais en chemin, les elfes lancent des regards noirs à Arthur et il perçoit leur hostilité. Leur comportement lui rappelle comment Tessia a d'abord hésité à l'aider quand les gardes l'ont saisi. Alors il se demande pourquoi. Malheureusement, sa douleur à la poitrine se manifeste, alors il abandonne le sujet et jure de ne plus baisser sa garde. Au moment où ils arrivent au château, Tessia présente Arthur aux servantes et leur dit qu'il n'est pas une mauvaise personne mais son sauveur. Elle demande ensuite à Arthur s'il aimerait se rafraîchir et manger, mais Arthur va droit au but et exige une rencontre avec les anciens pour expliquer comment il a sauvé Tessia. Peu après, où ils se rassemblent autour d'une table et Arthur trouve Tessia étrange de se joindre à eux pour une conversation sérieuse car la gamine gâtée devrait jouer à la dinette avec ses poupées. Mais elle obtient ce qu'elle veut grâce à son père aimant. Respectueusement, Arthur se présente au souverain puis leur explique comment il a sauvé Tessia des marchands d'esclaves. Immédiatement, Alduin s'emporte et attaque verbalement tous les humains. Mais Arthur le corrige et explique que les marchands d'esclaves sont des individus d'une profession commune, pas d'une race commune. Berion, d'autre part, curieux de savoir comment Arthur a sauvé Tessia, lui demande ce qu'il a fait et Arthur révèle qu'il est un mage malgré son jeune âge. Mais l'un des gardes ne le croit pas du tout et il sort son épée, croyant qu'Arthur est un espion envoyé pour les infiltrer. Varian leur ordonne de se calmer et Alduin croit l'histoire d'Arthur. Mais quand Arthur demande son aide pour retourner auprès de sa famille et de Sapin, Alduin s'y oppose. Alors Arthur le convainc de ne pas agir comme les humains qu'il déteste. Après avoir été pressé par Virion et Tessia, le roi accepte d'envoyer quelqu'un pour raccompagner Arthur chez lui. La douleur à la poitrine d'Arthur le prend immédiatement, mais il fait de son mieux pour la cacher, et après la réunion, il se rafraîchit et sort prendre l'air. Là, il voit Tessia jouer avec sa famille, et il devient un peu jaloux, souhaitant être avec la sienne. Tessia l'aperçoit et se précipite, s'excusant de la façon dont ses parents et les autres ont été impolis avec lui, mais Arthur ne s'en soucie pas. Au lieu de cela, il se moque d'elle pour être une gamine gâtée et elle lui dit qu'il se comportera de la même manière avec ses parents. Mais à sa surprise, il se demande si les choses seront les mêmes et si ses parents seront heureux de le voir. Il se reproche ensuite d'être la raison pour laquelle ils ont été attaqués par des bandits. Il ne semble donc pas logique qu'il lui manque, lui qui n'a pas pu les protéger. Tout à coup, Tessia le prend par les joues et lui dit que ses parents sont tristes de ne pas pouvoir le voir, tout comme elle est déjà triste de son départ, même s'il n'est pas encore parti. À ce moment-là, des particules d'esprit volent dans l'air et Tessia joue avec elles. Il la regarde dire qu'elle les aime et lâche enfin prise de sa vie passée, de ses péchés et de ses rancunes. Là où il s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'il aime les particules, mais tout à coup, une attaque vole vers elle. Alors il l'attrape et se précipite pour affronter l'agresseur. À sa surprise, il découvre que c'est Varian et se demande pourquoi il a attaqué Tessia. Mais Varian nie, disant qu'il testait juste la réaction d'Arthur pour confirmer s'il avait vraiment combattu les esclavagistes. Sur ce, Arthur confirme que le vieil homme a simplement lancé des particules d'esprit sur Tessia et Tessia crie à Varian de ne pas embêter Arthur, mais il lui prouve qu'elle a tort en lui tendant une épée en bois pour qu'ils s'affrontent. Tessia s'excuse rapidement pour se mettre sur le côté et les regarder faire et elle est choquée de voir Arthur tenir tête à Varian. Pendant ce temps, Arthur se concentre sur son combat contre l'ancien souverain et il utilise du mana sur ses pieds pour augmenter sa vitesse. Mais le vieil homme esquive et part facilement ses attaques. Une fois, l'épée se brise, alors il passe à l'utilisation de son bras comme lame et il parvient à frapper Varian en plein sur la tête, assurant sa victoire. Varian félicite Arthur avant de demander un second round, mais Tessia lui pince les joues pour ne pas s'être retenu, et Varian explique qu'il aurait été battu s'il n'avait pas tout donné contre Arthur. Arthur pense que Varian le surestime, mais Varian demande à Arthur d'être son apprenti.
Le garçon lui dit que ses parents ne savent pas où il se trouve, alors Varian lui dit qu'il y a un moyen de les contacter. Soudain, la douleur dans la poitrine d'Arthur augmente et Varian conclut qu'il a une volonté de bête, alors il exige qu'Arthur soit son élève ou il mourra. Plus tard, cette nuit-là, Arthur va se coucher et fait un cauchemar où, dans un vide sombre, une douleur se mue en une figure effrayante. Alors que la figure essaie de le consumer, Tessia le réveille, le pressant de se préparer rapidement. Car ils vont faire un voyage avec Varian chez l'un de ses vieux amis qui pourra bientôt l'aider à communiquer avec ses parents. Quand elle demande s'il va toujours partir, Arthur répond qu'il n'en sera certain qu'après le voyage, puis il l'appelle princesse, ce qui l'énerve et la fait le pincer fort. Juste avant le voyage, alors que Varian monte dans son chariot, Alduin essaie de l'arrêter, déclarant qu'un humain n'a pas sa place à Lénard, mais Varian n'écoute pas. Au lieu de cela, il ordonne à Arthur et Tessia de monter dans le chariot et ils commencent leur voyage. Un peu plus tard, Arthur appelle Varian grand-père, le prenant complètement par surprise, mais il l'autorise. Tessia, qui s'était endormie depuis le début du voyage, se repose soudainement sur l'épaule d'Arthur. Alors, Varian expliqua à Arthur comment Tessia s'était réveillée très tôt ce matin-là parce qu'elle ne voulait pas manquer le voyage et voulait en savoir plus sur Arthur. C'est parce qu'elle aime Arthur, contrairement aux autres qui lui ont brisé le cœur et l'ont poussé à construire des murs autour d'elle à cause de leur nature superficielle. Tessia est restée seule, mais grâce à Arthur dans sa vie, elle arrive à sourire sincèrement et pour cette raison, Varian remercie Arthur. Puis il comprend pourquoi Tessia s'est fâchée quand il l'a appelée princesse. Voyant qu'un adulte estimé comme Varian ne cache pas son appréciation, Arthur conclut qu'il peut lui faire confiance. Quelques instants plus tard, ils arrivent à l'endroit. Quand ils y arrivent, Arthur se demande qui pourrait être l'ami mystérieux pour qu'un ancien roi comme Varian soit prêt à voyager si loin pour le voir. À sa surprise, il rencontre une vieille dame elfe que Varian présente comme Rhenia d'Arcassine, une sorcière aux compétences uniques, tout comme Alice, et cela explique pourquoi elle s'est tenue cachée. Quand ils entrent, Arthur lui rapporte les dires de Varian lui demandant comment elle compte l'aider à contacter ses parents. Rhenia répond alors qu'elle est une devineresse, piquant encore plus l'intérêt d'Arthur. Elle explique ensuite qu'en tant que devineresse, elle peut voir des fragments du passé des gens ainsi que de leur avenir, faisant réaliser à Arthur à quel point elle est importante. Mais comme il était venu pour un autre but, elle n'a pas jugé bon d'en dire plus. Au lieu de cela, elle lui demande de regarder dans un bol d'eau, et alors qu'il imagine ses parents aussi clairement que possible, il devrait commencer à leur parler dès qu'il les voit. Arthur fait alors de son mieux pour les imaginer, basé sur les qualités physiques dont il se souvient, et il les voit. Ignorant qu'Arthur peut les voir, ils partagent un repas et se sentent mal qu'il ne soit pas avec eux, surtout maintenant que c'est son anniversaire. Alors qu'ils pleurent et se reprochent de sa perte, tout à coup, ils entendent la voix d'Arthur et il leur dit qu'il est dans le royaume des elfes et ne rentrera pas avant un certain temps car son corps a besoin de traitement. Il leur dit qu'il les aime et ses parents sont soulagés et submergés de joie de découvrir qu'il est toujours en vie. Après la brève session de communication, Arthur pleure puis se soumet entièrement comme disciple de Varian. Quand ils rentrent chez eux, Tessia exprime à son père son malaise face à son incapacité à accepter Arthur dans le royaume juste parce qu'il est humain. Elle explique que s'il le renvoie, même après ce qu'il a fait pour elle, la nouvelle se répandrait que les elfes sont ingrats. Finalement, Alduin reconsidère et accepte de laisser Arthur rester, mais à la condition qu'il ne prendra pas la responsabilité si quelque chose tourne mal. Sur ce point, Varian prend la parole, déclarant qu'il assumera l'entière responsabilité car Arthur serait sous sa tutelle directe. En entendant cela, Alduin est pris par surprise, mais n'a pas d'autre choix que d'accepter. Plus tard, Alduin s'excuse auprès d'Arthur pour son comportement, expliquant qu'être roi trop longtemps l'a rendu têtu et a obscurci son jugement. Il accepte ensuite officiellement Arthur comme ami de sa fille et premier apprenti humain de son père. Muriel, la mère de Tessia, accueille également Arthur et lui dit de considérer l'endroit comme sa propre maison aussi. Se demandant ce qui a pu causer ce changement soudain, Arthur observe la pièce, puis il réalise que non seulement le roi d'Éléonore a un faible pour sa fille, mais qu'il ne peut pas non plus s'opposer à son père. Immédiatement, Tessia intervient, leur disant qu'elle veut faire visiter la ville à Arthur et les anciens sont d'accord. Quand ils sortent en ville, Arthur reçoit beaucoup de regards noirs des gens mais décide de les ignorer. Ils rencontrent ensuite un elfe orgueilleux nommé Faret qui rabaisse Arthur, le traitant d'indigne de fréquenter la princesse. Faret est un noble qui tire une grande fierté de son nom de famille. Mais à sa surprise, Arthur n'est pas du tout déconcerté par lui. Au lieu de cela, Arthur le taquine en face juste pour l'énerver, mais alors qu'Arthur essaie de partir, Férit, qui est assez énervé, le défie en duel en plein air.
Tessia le prévient, lui disant qu'il ne serait pas sage de défier l'apprenti de Lord Vireo, mais Faret pense que Tessia protège Arthur, puisqu'un duel est une affaire sérieuse dans le royaume des elfes qui reflète l'honneur de son maître, Arthur accepte. Et quand le duel commence, Faret charge Arthur de toutes ses forces, mais Arthur l'assomme d'un seul coup de poing. Tessia attrape alors Arthur et s'enfuit avec lui, et il admet qu'il est charmé par elle. Ils continuent leur visite et sortie, et après s'être satisfaits, ils rentrent chez eux où Tessia demande si Arthur attend avec impatience son entraînement, mais il ne semble pas très enthousiaste avec sa réponse. Quand elle demande ce qui ne va pas, il se souvient d'une conversation avec Varian où ce dernier l'a préparé à la difficulté des bêtes pendant l'entraînement. Voulant devenir aussi fort que possible, il sourit et répond qu'il l'attend avec impatience. Et Tessia lui dit qu'elle travaillera dur à ses côtés. Le lendemain matin, l'entraînement commence et la détermination d'Arthur triomphe de tous les défis qui se présentent à lui. Le temps passe vite, 3 ans s'écoulent en un clin d'œil, transformant Arthur et Tessia en des versions plus majestueuses d'eux-mêmes. Un matin, alors que Tessia tente de réveiller Arthur pour l'entraînement, il refuse de répondre. Elle utilise alors une de ses techniques secrètes de mana sur lui et il saute du lit en lui criant dessus pour sa méchanceté. Peu après, dehors, il voit le roi et la reine partir dans leur carrosse et il se demande qui est si important pour que les souverains aient dû partir en visite. Là, Tessia tend un burger à Arthur et s'attend à ce qu'il la loue pour cela, mais il la taquine plutôt. Alors elle se fâche et plus tard ce jour-là, pendant l'entraînement, elle essaie de se défouler sur lui, mais il ne laisse pas Tessia faire à sa guise. Ils s'affrontent. Après un certain temps, Varian leur enseigne les bases du mana, expliquant qu'une fois les fondations maîtrisées, ils pourront manipuler l'un des 4 éléments, l'inclination dépendant surtout de la race. Pour les elfes, ils peuvent manipuler 3 des éléments à part le feu, tandis que les nains peuvent manipuler le feu et la terre. Mais pour les humains, ils ont accès à tous les éléments. Après avoir entendu que la plupart des humains n'en utilisent qu'un, sauf quelques-uns qui manipulent plusieurs éléments, Tessia demande pourquoi Arthur n'a pas utilisé la sorcellerie et Varian explique que c'est à cause de la volonté de la bête en lui. Elle le taquine à ce sujet, mais Varian dit ensuite à Arthur qu'ils vont éveiller la volonté de la bête en lui, et si cela fonctionne, la douleur d'Arthur diminuera. Dès qu'Arthur accepte, le vieil homme injecte du mana directement dans le garçon et immédiatement il crie et une explosion de lumière éclate, les envoyant voler et se débarrassant de l'armure scénaristique d'Arthur pour que Tessia bave devant ses abdos. Quelques secondes plus tard, il s'effondre, il est donc emmené dans les appartements du palais, et plus tard, ce soir-là, il se réveille à côté de Varian qui a l'air inquiet. Le vieil homme lui demande quelle bête il a rencontré et Arthur révèle qu'il a rencontré un dragon et cela correspond à ce que Varian avait vu. Alors il conseille à Arthur de n'en parler à personne. Il informe ensuite Arthur qu'il partira dans 4 mois, contrairement à 2 ans comme il l'avait spéculé, car les 3 rois se rencontrent et pendant cette période, l'entrée de la ville de Zira sera ouverte afin qu'Arthur puisse enfin rencontrer ses parents. À la surprise de Varian, Arthur semble un peu abattu, puis il informe Arthur que Tessia a déjà été mise au courant, et à partir de ce moment, Arthur devra se préparer à un entraînement plus rude. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Arthur réfléchit à sa situation, l'œuf qu'il a gardé avec lui si longtemps éclot soudainement en un petit dragon noir. Alors Arthur joue avec lui, le trouvant mignon. La créature le mord comme affamé et un sceau apparaît sur le bras d'Arthur. Et à travers cela, le dragon parle directement dans sa tête. Arthur le nomme Sylvie et il accepte le nom avec joie tout en appelant Arthur son papa. Le lendemain matin, Tessia se faufile dans la chambre d'Arthur pour goûter son pain de viande. Mais dès qu'elle voit Sylvie, elle crie et serre le dragon comme son propre animal. Quelques minutes plus tard, alors qu'il se dirige vers le terrain d'entraînement, Tessia fixe Sylvie comme un prédateur et cela terrifie le petit dragon. Quand ils arrivent au terrain d'entraînement, Varian a un aperçu des portes nacrées dès qu'il voit Sylvie, mais il se calme et dit à Arthur que Sylvie a éclos parce qu'il a maîtrisé sa volonté de bête. Sur ce, il poursuit l'entraînement du jour où Varian démontre comment utiliser son noyau de bête et son noyau de mana en même temps. Quand Varian active sa capacité, une silhouette sombre le couvre et il ne bouge pas seulement très vite, mais même sa présence reste indétectable au point qu'Arthur abandonne sans essayer d'engager le combat. Varian explique ensuite que sa capacité, la panthère de l'ombre, contrôle le vent et neutralise le son, une magie avancée. Après ce Borfest, il entraîne Arthur chaque jour et Arthur s'améliore rapidement. Le temps passe et le jour avant son départ arrive, Tessia boude mais Feyret apparaît et tombe à nouveau sur Arthur. Il n'agit pas différemment de la dernière fois et défie ensuite Arthur en duel.
Et comme avant, Feyret manque de se faire casser les dents. Arthur réalise que Faret veut être ami avec lui, alors il prend l'initiative et serre la main du noble. Là, il apprend que Faret et ses amis prévoient également d'assister à l'échange pour jeunes dans les 3 royaumes. Voyant que les personnes de haut rang sont autorisées à y aller, Arthur demande si Tessia viendra, mais elle s'agite, incertaine si elle est autorisée à le faire. Feyre lui conseille alors de ne pas y aller, la qualifiant de personne délicate qui ne doit pas se perdre, mais il ne sait pas qu'il a marché sur une mine, alors Tessia l'envoie voler avec son poing. En la voyant agir violemment, Arthur s'enfuit rapidement avec elle, puis il la prévient de ne frapper personne qui lui déplaît. Là, Tessia devient triste parce qu'Arthur la quitte et qu'il la réprimande. Alors, elle le traite de vieille mégère avant de s'enfuir. Plus tard, cette nuit-là, alors que Tessia boude dans sa chambre, Arthur apparaît avec des particules d'esprit pour la consoler, puis il lui demande de le rejoindre dans les bois. Quelques minutes plus tard, Tessia lui rappelle qu'il est dangereux d'être hors du royaume elfe car il pourrait être kidnappé, mais il pointe les chiens de la forêt qu'ils avaient sauvés des années auparavant et l'assure que tout ira bien. Ils vont camper dans un espace ouvert et discutent tard dans la nuit. Tessia a sommeil mais elle essaie de rester éveillée. Elle apprend qu'Arthur ne sait rien du royaume humain et elle lui conseille de rester. Alors il essaie de lui dire qu'il veut rencontrer ses parents, mais elle s'est déjà endormie. Le lendemain, il cache le sceau du dragon avec la plume de Sylvie, puis se prépare à partir. Mais alors qu'il prend congé des elfes, Varian lui tend une boussole dorée et lui conseille de ne pas trop se promener la nuit. Arthur remercie Varian pour tout jusqu'à présent, mais il voit ensuite que Tessia ne vient pas le saluer. Alors il rejoint les autres qui se préparent à voyager à travers la porte. Soudain, Tessia court vers lui et elle tombe. Alors il la ramasse et la serre dans ses bras, lui disant qu'il va lui manquer et elle dit de même. Sur ce, il part avec les autres, et ils arrivent à la ville flottante de Cyrus, où il va chercher ses parents, et quand il frappe à leur porte, sa petite sœur l'ouvre. Quelques instants plus tard, Ray et Alice apparaissent et le voient leur annoncer son retour. Ils le regardent avec une incrédulité totale, se demandant si la personne devant eux est bien celle qu'ils croient. Quand Arthur parle, ils se jettent sur lui, étreignant leur fils perdu depuis longtemps, enfin rentré à la maison. Voyant les larmes dans les yeux de sa mère, Éléonore, la petite sœur d'Arthur, s'inquiète vraiment. Arthur réalise alors qu'elle est sa sœur et se présente à elle. Peu après qu'Arthur se soit installé, Alice le bombarde de questions pour savoir comment il va, alors il leur fait un récapitulatif complet de tout ce qui s'est passé. Mais pour une raison quelconque, il a délibérément omis la partie où il a rencontré Sylvia. Il leur dit qu'il n'avait survécu à la chute que grâce à une combinaison de chance et d'utilisation subconsciente de la magie, puis il mentionne aussi comment il avait sauvé Tessia des bandits et l'avait emmenée chez Eleanor. Quand il l'interroge sur la maladie qu'il a mentionnée, il leur dit que c'était le résultat de l'éveil prématuré et de l'instabilité de son noyau de mana. Il pose aussi des questions sur Sylvie, qui semble avoir pris Eleanor en affection. Arthur est donc contraint de leur mentir à nouveau, disant qu'il avait trouvé un nid de bêtes de mana lors de ses voyages, où la mère de Sylvie était mourante, et comme il n'avait pas pu la sauver, il avait pris la jeune pour compenser. Curieux, Ray demande à quel stade se trouve le noyau de mana d'Arthur, mais Alice le réprimande pour être un fanatique obsédé par la bataille plutôt que de se détendre avec leur fils retrouvé. Quand Arthur demande ce que son père a fait dernièrement, Ray répond qu'il a trouvé un emploi dans une maison de vente aux enchères en tant que chef de la sécurité. Il s'enquiert ensuite du stade de son noyau de mana et est surpris d'apprendre que son père avait atteint le stade orange foncé. Dans leur monde, la couleur du noyau de mana commence par le noir et passe par une gamme de couleurs plus claires jusqu'au blanc. De même, chaque couleur a 3 stades, profond, standard et clair, et le stade orange est le 3e. En tant qu'augmenteur, Arthur est tout à fait sûr que son père s'est entraîné physiquement pour cela. Ray, quant à lui, est surpris d'apprendre que son fils est déjà au stade rouge clair, soit juste un stade en dessous du sien. Il demande ensuite à Arthur de le rejoindre dans le jardin pour une séance d'entraînement, mais avant qu'il ne parte, une autre famille de 3 personnes apparaît dans le salon, demandant après Arthur. Arthur suppose donc qu'ils sont des amis de sa famille. Ray les présente comme les Elstey, la famille qui gère la maison de vente aux enchères où ils travaillent, et il se trouve qu'ils possèdent aussi la maison où ils vivent. Quand Arthur se présente, les Elstey sont surpris par ses manières, car Ray est tout le contraire. Ils présentent aussi Lilia, leur fille, qui a à peu près le même âge qu'Arthur. Et comme prévu, Lilia est captivée et veut caresser son petit dragon. Ray dit alors à Vincent qu'il y a de fortes chances que son jardin soit en désordre parce qu'il va s'entraîner avec Arthur. Peu après, les 2 familles se rassemblent dans le jardin où Arthur et son père se préparent à en découdre et les autres observent, prêts à évaluer la force d'Arthur.
Pendant qu'ils discutent de la rareté pour un garçon de son âge d'être au stade rouge clair, Arthur note qu'il était limité à l'époque parce qu'il avait dévié de son entraînement et s'était concentré sur l'assimilation de la volonté de bête de Sylvia. Le duel commence peu après et Arthur et Ray échangent une série de coups et de frappes impressionnants. Après s'être affronté un moment, Ray décide alors de devenir sérieux, il renforce donc son corps avec son attribut de feu et commence à attaquer Arthur. Mais Arthur se contente d'esquiver, comparant le système de pouvoir à Ki. En fait, la raison pour laquelle il est capable d'acquérir des compétences si facilement est due aux similitudes. Après un certain temps, Arthur décide de devenir sérieux lui aussi. Alors, il active une magie de lumière qu'il utilise pour affronter son père. Ils s'affrontent un moment, puis Arthur décide d'aller plus loin en utilisant une capacité avancée de l'élément flamme, Varian l'ayant aidé à obtenir la magie de la foudre. Quand il l'active, tout le monde, y compris Ray, est dans une incrédulité totale face à la scène, et comme si cela ne suffisait pas, il invoque de l'eau d'une fontaine proche et l'utilise pour prendre son père à revers, qui n'a d'autre choix que de se rendre. Eleanor court vérifier l'état de son père, mais Alice la prévient d'être prudente car une bonne partie du jardin a été brûlée par la capacité de foudre qu'Arthur avait utilisée. Après avoir assisté au duel, Vincent qualifie Arthur de génie et Lilia a les yeux rivés sur lui. Plus tard ce soir-là, pendant le dîner, Vincent mentionne nonchalamment son intention d'inscrire Arthur à l'académie Zirrus, la plus prestigieuse académie de magie de tout le continent. Et les Laiwyn sont pris par surprise car Vincent a déjà fait beaucoup trop pour leur famille. À ce stade, ils se sentent comme un fardeau, mais Vincent leur dit que ce n'est pas grave car il est ami avec le directeur de l'académie. Pendant qu'ils discutent, Arthur interrompt, déclarant que bien qu'il apprécie l'offre, il n'a pas vu sa famille depuis un moment et aimerait passer du temps avec eux. Il s'excuse alors et tandis qu'il descend les imposants couloirs du bâtiment, Lilia l'arrête et comme Willy Wonka, elle lui dit de venir avec elle, alors il la suit comme un agneau et elle l'emmène dans une pièce où elle va normalement quand elle se sent stressée. Quand ils arrivent, Arthur est surpris de voir beaucoup de femmes de chambre et de serviteurs dans la pièce et il le taquine sur la quantité de travail supplémentaire qu'il leur a créé juste avec sa courte séance d'entraînement plus tôt, le forçant à s'excuser maladroitement. Peu après, Arthur apprend d'une des femmes de chambre la pression que les parents de Lilia lui mettent pour qu'elle s'éveille en tant que sorcière. Elle avait alors eu recours à la frénésie alimentaire dans la pièce secrète pour soulager son stress. Pendant la nuit, les parents d'Arthur font un bref arrêt dans sa chambre, exprimant à quel point ils sont fiers de l'homme qu'il devient. Avant de partir, ils soulignent que Vincent ne voulait aucun mal avec sa proposition et Arthur admet qu'il en est bien conscient. Le lendemain matin, quand Arthur se réveille, il sort de sa chambre et voit l'escouade des cornes jumelles l'attendre avec impatience. En le voyant, Angela le salue de la meilleure façon connue des hommes avant que les autres ne l'accueillent. Jasmine, la membre maladroite, commence par examiner Arthur avant de le serrer dans ses bras et de s'excuser de ne pas avoir pu le protéger. Après un moment, ils se rattrapent, discutant de tout ce qui s'est passé pendant leurs aventures. Et ce faisant, Arthur réalise qu'il peut en apprendre davantage sur le royaume en devenant un aventurier. Mais une pensée le retient de prendre une telle décision. Cependant, à leur insu, leurs récits mettent Lilia de mauvaise humeur. Quelques jours plus tard, alors qu'Arthur médite et s'épuise en travaillant sur sa capacité d'arrêt du temps, Sylvie apparaît pour jouer avec lui. Mais il réalise que le petit dragon sent mauvais, alors il l'emmène à la salle de bain et la lave bien. Peu après, Alice et les autres dames arrivent et disent à Arthur qu'il est temps de le nettoyer. Plus tard ce jour-là, il se fait relooker et les dames tombent sous son charme, comme s'il était une idole de K-pop. Il les suit ensuite en ville pour faire du shopping et il est chahuté par des étudiants royaux de l'académie Zirrus, mais n'y prête pas vraiment attention. Soudain, Arthur sent une puissante énergie provenant d'un magasin, alors il va voir et découvre de nombreux noyaux de bêtes qui y sont conservés. Tabitha et les autres le rejoignent et l'éclairent sur la façon dont les noyaux de bêtes peuvent être achetés et vendus pour un montant très élevé en fonction de leurs effets. Voyant qu'il est nouveau en ville, Tabitha lui propose de lui en montrer lors de la prochaine vente aux enchères, mais Arthur note intérieurement qu'il est satisfait de la volonté de bête en lui. Toujours sur le sujet, Lilia demande à Tabitha de lui procurer un noyau de bête, mais cette dernière refuse, sachant que Lilia veut l'utiliser comme raccourci pour éveiller son noyau de mana, et elle affirme que c'est très cher à acheter pour un enfant. Lilia lui parle alors des moins chers dans les magasins d'armes, mais Tabitha reste catégorique et met un terme au sujet avant de s'éloigner avec les Laiwyn. Un peu plus tard, alors qu'il grignote des biscuits et du thé, Arthur se sent mal pour Lilia. Et quand il essaie de lui parler, il la voit s'engager dans une ruelle. Il la suit donc dans une boutique de marchand et apprend qu'elle veut acheter un noyau de bête. Arthur lui rappelle alors que Tabitha ne veut pas qu'elle l'obtienne, et il lui rappelle la faible possibilité d'éveiller un noyau de mana par un noyau de bête, mais Lilia est obstinée et ne se soucie pas d'échouer.
Arthur essaie de la dissuader, mais il réalise alors qu'il est la raison pour laquelle elle se sent sous pression et d'un coup, elle lui crie dessus, mais elle heurte ensuite l'un des royaux crétins de l'académie de Zillow. Lilia s'excuse, mais les étudiants ne l'acceptent pas et même le propriétaire du magasin ne peut intervenir en raison de la noblesse. Alors, ils se préparent à l'affronter magiquement. Arthur la protège rapidement et active sa magie pour les engager, mais Tabitha fait irruption dans le magasin et leur ordonne de relâcher leur pouvoir. Surpris, les étudiants lui demandent qui diable elle est, et dès que Tabitha leur dit qu'elle est de la maison Hellstein, ils reculent après s'être souvenus que la famille Hellstein est un énorme donateur pour leur école. Quand ils rentrent chez eux après le shopping, Tabitha l'explique à Vincent et l'homme assure à Arthur que les étudiants ne le chahuteront pas quand il s'inscrira, ce qui surprend Arthur car il n'a pas accepté de rejoindre l'académie. Lilia, en revanche, se met en colère et croit que ses parents veulent inscrire Arthur à sa place à l'académie parce qu'elle ne peut pas utiliser la magie. Alors elle crie à Vincent et Arthur qu'elle les déteste puis elle s'enferme dans sa chambre. Plus tard cette nuit-là, pendant le dîner, Arthur va dans la chambre de Lilia pour l'inviter à la salle à manger, mais il réalise alors qu'elle est dans son cabinet. Alors il y va et tandis qu'il réfléchit à ce qu'il va dire, elle s'excuse auprès de lui et confesse qu'elle était jalouse de lui. Arthur essaie de trouver des moyens de la réconforter, puis il lui prend les joues et la couvre de commentaires positifs, disant que, contrairement à elle, ses parents sont conscients de son travail acharné. Il lui montre des particules d'esprit et lui parle de Tasha, son amie qui l'avait soutenu quand il était au plus bas, et cela aide Lilia à se sentir mieux. Alors elle se réprimande d'avoir ressenti toute cette pression seule. Arthur réfléchit à la question et admet que Vincent y est pour quelque chose et que c'est à cause des attentes qu'il avait placées en elle. Alors il demande à Lilia si elle veut vraiment apprendre la magie, et en fonction de sa réponse, il élabore un plan. Peu après, Arthur parle à Vincent et Tabitha et les informe que Lilia a quitté le manoir pour apprendre à être une sorcière, comme il l'avait recommandé. Vincent est offensé qu'Arthur ne l'ait pas confronté d'abord, mais il leur assure ensuite que Lilia est en sécurité. Alors il leur tend une lettre d'elle, et quand ils la lisent, Vincent apprend que Lilia promet de ne pas revenir tant qu'elle n'aura pas appris sa magie parce qu'elle se sent comme un fardeau pour eux. La seule pensée que Lilia se voit comme un fardeau hante Vincent, alors il tombe à terre et sanglote, disant qu'il réalise son erreur et qu'il aime Lilia et ne se soucie pas qu'elle devienne une sorcière. Après avoir écouté l'homme, Arthur appelle Lilia qui se cachait derrière la porte tout ce temps et comme Sherlock Holmes, les choses se sont passées exactement comme il l'avait déduit. Arthur s'excuse alors auprès d'eux d'avoir menti et explique qu'il a dû le faire parce qu'il savait ce qu'il avait fait subir à ses parents quand ils le croyaient mort. Mais Vincent dit à Arthur de ne pas s'en faire et il réalise à quel point il a été insensible envers Arthur et Lilia. Il dit ensuite à Lilia de ne pas s'inquiéter d'entrer à l'académie et qu'il est bien comme elle est, mais Lilia lui dit qu'elle veut être une sorcière et s'inscrire à l'école le moment venu. Arthur sent sa détermination et propose alors de l'aider à éveiller son noyau de mana. Quelques minutes plus tard, Lilia et Eleanor s'assoient et Arthur les fait passer par le processus en leur faisant fermer les yeux et respirer dans un état méditatif. Après cela, il applique du mana sur leur dos et elles commencent pour avoir des particules de mana et leurs parents sont surpris. Plus tard ce soir-là, les serviteurs de Halsta organisent un festin dans la chambre secrète pour célébrer les progrès de Lilia dans la manifestation de son noyau de mana et Arthur lui dit qu'il lui faudra 2 à 3 ans pour stabiliser son mana. Alors il l'encourage à continuer de pratiquer tous les jours, mais alors qu'elle se demande quel genre d'éléments elle pourra utiliser d'ici là, Arthur la taquine et ils en rient. Quelques nuits plus tard, les familles Elstey et Lewin s'habillent formellement pour une vente aux enchères qui a lieu à la maison de vente. Et une fois à l'intérieur, Alice et Eleanor sont subjuguées par la vue des magnifiques pierres de mana à vendre aux enchères. Arthur, quant à lui, cherche les aristocrates et les aventuriers qui assisteront probablement à la vente. Remarquant Ray en action, Arthur est surpris du respect qu'il impose quand il ne raconte pas de blagues de papa horrible. Quelques minutes plus tard, avant le début de la vente aux enchères, Vincent annonce la présence du roi de Saipan et de sa famille comme invité d'honneur. Et sur ce, il commence le 10e anniversaire de la vente aux enchères. Pendant que Vincent met aux enchères une épée forgée spéciale, Ray et toute l'équipe de sécurité surveillent les lieux pour détecter des signes d'intrus. Alors que l'épée est vendue, Arthur est choqué d'apprendre que les armes de haute qualité peuvent recevoir des enchantements élémentaires. Alors il décide qu'il l'essaiera quand il en aura l'occasion. Ensuite, des masques enchantés qui piquent l'intérêt d'Arthur sont exposés, mais il l'abandonne car il sait que sa famille ne peut pas se les offrir, alors il n'en fait pas tout un plat. Soudain, il remarque que Sylvie, qui était avec Eleanor tout ce temps, a disparu, alors il décide de partir à sa recherche. Alors qu'il se promène tranquillement dans le couloir, Sylvie rencontre Sébastien, le conjurateur de la famille royale, qui s'intéresse beaucoup à elle.
De retour à la zone des enchères, un lionceau du monde est exposé et Vincent annonce que les lions du monde sont connus pour devenir des bêtes de mana de classe A. Alors Curtis, le prince, s'y intéresse et son père gagne avec une offre de 1000 pièces d'or, choquant toute la foule. Pendant ce temps, Arthur finit par trouver Sylvie dans les couloirs avec le conjurateur royal, alors il demande poliment à Sébastien de la lui rendre car elle est sa partenaire. En entendant cela, Sébastien est choqué, disant qu'il avait supposé que Sylvie était l'une des bêtes de mana mises aux enchères, mais Sylvie lui prouve le contraire en courant aux côtés d'Arthur. Alors qu'Arthur s'apprête à partir, Sébastien lui ordonne de lui remettre Sylvie, affirmant qu'il cherchait une bête de mana digne de ses capacités, et il croit aussi qu'il est le seul à pouvoir exploiter tout son potentiel. Arthur demande pourquoi et le conjurateur divague sur la façon dont ce serait pour le bien de la nation. Voyant qu'Arthur n'est pas concerné, Sébastien conjure des attaques de feu pour l'intimider, mais Arthur se retourne quand même pour partir. N'ayant pas le choix, Sébastien menace Arthur, disant que s'il refuse, la famille d'Arthur subira les conséquences pour avoir défié la famille royale. À ce moment-là, Arthur perd le contrôle et le regarde avec une telle soif de sang que cela fait non seulement trembler le puissant conjurateur, mais toute la maison de vente aux enchères est prise dans les faits et toutes les vitres du bâtiment se brisent. L'énergie sombre et écrasante qui dure quelques secondes pousse Vincent à annuler la vente aux enchères. Pendant ce temps, Arthur réalise qu'il est allé trop loin, alors il calme Sylvie et l'emmène avec lui. Quelques instants plus tard, Glater interroge Ray pour trouver la personne responsable d'avoir interféré avec la vente aux enchères, mais voyant que même le chef de la sécurité ne peut la désigner, il décide de le punir. Sébastien apparaît alors, essayant d'être aimable, soulignant que puisqu'il n'y a pas eu de victime, il pense que le roi devrait faire preuve de clémence. Dans le cadre de son plan, le renard rusé prétend remarquer le lien d'Arthur pour la première fois et le demande en compensation de ses années de service à la famille royale. Glater considère immédiatement la demande de Sébastien et il demande à Ray de lui remettre la bête magique de son fils. Mais à sa surprise, Ray répond que son fils est celui qui a travaillé dur pour obtenir le lien et qu'il n'a aucun droit de lui demander cela. Glater demande alors ce qu'Arthur a à dire et Arthur déclare respectueusement qu'il ne peut pas remettre Sylvie. Glater demande ensuite s'il serait prêt à l'échanger contre le lionceau du monde, mais la réponse d'Arthur reste la même. Et à ce stade, le conjurateur et les gardes royaux bouillonnent de l'audace d'Arthur. Le roi demande alors pour la 3e fois, demandant à Arthur à quel prix il serait prêt à céder la bête. Mais cette fois-ci, Arthur abandonne la formalité en se levant et demande au roi si lui aussi serait prêt à renoncer à ses enfants. En entendant cela, Sébastien ordonne aux gardes royaux de tuer Arthur, mais à son grand choc, Arthur les abat d'un seul coup comme une voiture, écrasant un cerf. Agacé, Sébastien décide de prendre les choses en main, dirigeant un sort de feu massif sur Arthur. Mais l'inattendu se produit alors qu'Arthur utilise la capacité qu'il a pratiquée pour arrêter le temps pour tout le monde, ne laissant que Sébastien. Il s'approche alors lentement de lui, mais alors que Sébastien essaie de bluffer pour s'en sortir, Arthur l'humilie facilement en lui brisant une jambe. Arthur s'évanouit peu après à cause de l'effort d'utilisation de la capacité. Le lendemain, Arthur se réveille chez lui, réalise à quel point il avait inquiété Alice, alors elle le met au courant de tout ce qui s'est passé après qu'il se soit effondré, et il est content que les choses n'aient pas dégénéré. Plus tard ce jour-là, elle l'emmène sur la place de la ville et lui propose de lui acheter des choses, et il craint que Ray n'ait perdu son emploi. Mais à sa surprise, Alice lui dit qu'elle a un travail, grâce aux relations de Tabitha. Quand il rentre chez eux, il rencontre un messager du roi venu offrir une compensation pour l'incident, mais Ray ne l'accepte pas, alors Arthur décide de jouer la victime pour que les choses se passent comme il le souhaite. Il accepte la compensation et apprend que non seulement les chevaliers qui l'ont attaqué ont été renvoyés, mais Sébastien a également été relevé de son poste pour le moment en raison de sa blessure à la jambe. Le messager ajoute également que lorsque Sébastien s'est réveillé, il a affirmé qu'Arthur était le responsable de ses blessures, mais cela ne semble pas plausible. Les royaux avaient donc conclu que les chevaliers qui avaient attaqué Arthur avaient vu leur mana se refléter vers Sébastien, ce qui avait probablement perturbé son sort. Le messager s'excuse une fois de plus au nom du roi, mais dit à Ray d'enseigner les bonnes manières à son fils, car il n'avait eu de la chance que parce que leur roi est miséricordieux. Après le départ de l'homme, Ray remet les pièces d'or à Arthur, disant que c'était lui qui était en danger. Plus tard cette nuit-là, Arthur rumine la question car cela lui rappelle douloureusement à quel point il est jeune et impuissant face à la royauté, alors il note qu'il devra utiliser quelque chose de comparable s'il veut défier les royaux. Le lendemain, Arthur décide d'aller à l'académie pour rencontrer la directrice de l'académie Cyrus. Quand il arrive, il remarque un étrange oiseau qui l'éloigne des bâtiments vers les bois où se trouve Cynthia, la directrice. Cynthia dit à Arthur qu'elle a beaucoup entendu parler de lui et qu'elle le rencontre enfin, alors elle commence par une séance d'entraînement avec lui. Là, Arthur essaie de se montrer, espérant qu'il réussirait grâce à la recommandation de Vincent.
Alors il l'attaque avec de la magie du vent et du feu, mais elle les dévie facilement. Alors il charge son mana en utilisant un mouvement clé de son passé et se précipite sur elle de près, mais elle l'envoie voler comme une poupée de chiffon avec une magie du vent très puissante. Elle admet alors qu'elle est impressionnée, mais lui dit ensuite de ne pas perdre connaissance alors qu'elle active sa magie sonore, ce qui le fait se demander si elle est une sorcière unique. Arthur se couvre les oreilles et serre les dents pour supporter la haute fréquence, mais il ne s'évanouit pas et finit avec un saignement de nez. Sur ce, elle lui annonce qu'il a réussi et avoue avoir apprécié de l'enseigner personnellement vu l'excellence de sa magie du vent, et elle soupçonne qu'il maîtrise tous les éléments. Arthur confirme ses intuitions et elle le perce à jour, sachant qu'il y a plus derrière l'étalage de ses capacités. Il dit donc à Cynthia qu'il a besoin de l'autorité qu'elle détient pour protéger sa famille, et si elle accepte de la partager avec lui, il s'inscrira à l'académie et la vénérera comme sa maîtresse. Surprise, Cynthia lui révèle que même la famille royale de Sapin n'a jamais tenté une négociation aussi directe avec elle, et Arthur reste inébranlable, affirmant qu'ils croient tous deux que c'est un accord juste, basé sur son potentiel. Mais il lui dit ensuite qu'il aimerait s'inscrire quand il aura le même âge que les autres, car il veut devenir aventurier et apprendre beaucoup sur le monde. Cynthia est d'accord avec lui, et une fois qu'elle a confirmé qu'il comptait convaincre ses parents après leur rencontre, elle conclut un pacte avec lui. Plus tard ce jour-là, à la résidence Elsti, Arthur utilise Vincent comme intermédiaire pour révéler ses pouvoirs à ses parents. Quand Alice découvre qu'Arthur veut devenir aventurier, elle s'y oppose fermement et rappelle à Ray tout ce qu'ils ont traversé. Mais Ray lui dit d'au moins écouter Arthur, et si Arthur a quelqu'un pour le protéger, alors il est d'accord. Alice se sent immédiatement trahie et se demande si elle n'a pas épousé un fou. Elle lui rappelle donc qu'Arthur est bien trop jeune pour partir en voyage, mais Arthur lui dit qu'il rentrera tous les quelques mois et qu'il peut le faire plus souvent si elle le souhaite. Il explique qu'il doit partir car il veut en savoir plus sur le continent d'Ecotan et aussi vivre la vie d'aventurier, comme eux à leur âge d'or. En réalité, Arthur constate que Zirrus est trop ennuyeux pour qu'il s'y entraîne. Il veut donc affiner ses nouvelles techniques, dont il ne peut pas leur parler. Alice lui rappelle alors qu'il ne leur a pas parlé des autres éléments qu'il peut manipuler, et elle lui dit de ne pas lui cacher de secrets. Au fond de lui, Arthur souhaiterait tout partager avec eux, mais il ne veut pas les mettre en danger. Revenant à ce que Ray disait plus tôt, il dit à Arthur qu'il aimerait que quelqu'un de fiable l'accompagne dans son voyage. Il organise donc plus tard une réunion avec les cornes jumelles, leur présentant la situation. Comme prévu, Adam refuse l'offre, mais Durden et Helen font de même. À la surprise générale, Jasmine propose d'accompagner Arthur et ils sont choqués car elle adore travailler en solo. Jasmine leur assure qu'elle est apte à la tâche et il la félicite, notant que, rien que sur les statistiques, elle est plus que capable. Plus tard cette nuit-là, Arthur voit que Lilia peut méditer seule, sans son aide, et il note aussi qu'Eleanor éveillera son noyau de mana dans quelques années. Après cela, il demande à Vincent une épée à la maison des ventes, et Vincent lui accorde la requête de choisir une arme de son choix. Arthur prend donc son temps pour parcourir la liste des objets, mais sa nature exigeante prend le dessus. Il est frustré de réaliser qu'il n'y a pas d'épée adaptée à sa petite corpulence, mais au lieu de prendre une arme énorme et de s'y tenir comme le célèbre personnage principal Berserk, il se plaint sans arrêt. Soudain, Sylvie attire son attention sur une arme coincée sous la calèche. Arthur la ramasse et au premier coup d'œil, il l'appelle un bâton, mais après l'avoir examiné correctement, il réalise que c'est une épée fourreau. Pour vérifier sa théorie, Arthur prend une posture et verse son esprit combatif dans la lame, et une fois qu'il la sort, il voit que c'est une magnifique épée avec un nom gravé dessus. Il la teste et elle coupe un tonneau comme un couteau chaud dans du beurre. La lame le choque d'abord, mais la fois suivante où il la prend, le poids et l'équilibre de l'épée se sont ajustés à sa taille. Arthur garde l'épée, puis en choisit une autre et la présente à Vincent et Ray à son option. Ils examinent la nouvelle et remarquent ensuite qu'il a ce qui ressemble à un bâton pendu à sa taille, alors Arthur leur ment en disant qu'il veut l'utiliser pour s'entraîner puisque l'objet lui convient. L'assistant de Vincent, Jameson, se souvient alors qu'un vieil homme leur avait refilé le bâton, disant que personne n'était apte à l'utiliser, alors il l'avait laissé à la maison des ventes. Une fois qu'Arthur voit que Jameson propose de faire estimer la valeur des objets, Arthur fait l'innocent et le mignon appelant Vincent son oncle, et l'homme le laisse garder le bâton. Cela réglé, Arthur reprend sa vie quotidienne avec ses parents et la famille Elsday pour le reste de l'année. Et pour son anniversaire, ils organisent un festin et une fête pour lui. Plus tard ce soir-là, ils offrent des cadeaux à Arthur et en les examinant, il reçoit un gantelet enchanté de ses parents. Vincent présente ensuite une paire d'anneaux, un pour Arthur et un pour Alice, dont la fonction est d'alerter Alice si le mana d'Arthur vient à manquer.
Les cornes jumelles offrent ensuite à Arthur un parchemin coûteux qui produit des sons et tout ce qu'Arthur a à faire est d'y appliquer du mana. Et quand Alice le reçoit, elle peut faire une seule réponse. Après avoir reçu tous les cadeaux, Arthur remercie tout le monde et promet de travailler assez dur pour qu'il ne s'inquiète pas pour lui. Tôt le lendemain matin, Arthur prépare ses affaires pour son voyage et il note qu'il est prêt à devenir plus fort que dans sa vie précédente pour le bien de sa famille. Quand il sort de sa chambre, il voit ses parents qui lui disent d'essayer de compter sur Jasmine parfois, plutôt que d'essayer de tout résoudre seul. Alice le serre dans ses bras et lui dit de mettre l'anneau et quand ils lui disent au revoir, il part avec Sylvie et rejoint Jasmine dehors. Ils arrivent peu après à la branche de Zirrus de la guilde des aventuriers et Arthur cache son visage avec son masque tandis que Jasmine l'inscrit pour une évaluation de rang. Peu après, il rencontre Caspian Bladeheart, le chef de la guilde des aventuriers de la branche de Zirrus, et Caspian remarque que, normalement, Arthur aurait dû passer un examen écrit, mais étant donné qu'il a été recommandé par Jasmine elle-même, il sautera cette étape. Caspian chuchote ensuite à Jasmine avant de se tourner vers Arthur et de lui demander sous quel alias il aimerait s'enregistrer. Il lui offre une poignée de main et alors qu'Arthur dit qu'il aimerait être appelé Note, il lui rend la poignée de main et ressent une montée de puissance, ce qui l'aide à confirmer la différence de pouvoir entre eux. Pendant que Caspian les conduit à la salle d'examen, Arthur apprend que Caspian et d'autres chefs de guilde connaissent le père de Jasmine. À leur arrivée, ils rencontrent un groupe d'aventuriers en herbe testés par de puissants examinateurs qui leur attribuent des rangs. Alors que chaque aventurier est tenu de passer un examen physique, un candidat nommé Elijah n'est pas appelé sur scène et il reçoit le rang d'aventurier de classe B. Ensuite, un candidat nommé Lucas Wipes est appelé sur scène et Lucas plaisante nonchalamment sur le fait de sauter les examens aussi car il est assez confiant qu'il sera au moins de classe A. Lucas, un conjurateur mi-humain, mi-elfe avec une affinité pour le feu, a déjà atteint le stade orange clair à son âge et le public est impressionné par son talent. Quand l'examen commence, Lucas se donne à fond, invoquant une attaque de feu massive sur l'examinatrice mais elle la bloque avec sa magie de terre. Il ne cède toujours pas, alors il grimpe sur les débris de terre que l'examinatrice avait formés et commence à faire pleuvoir de multiples attaques de feu destructrices sur elle, mais elle les bloque constamment. À ce moment-là, sa magie de feu dépasse son contrôle alors qu'elle commence à tomber vers les spectateurs. L'examinatrice est alors forcée de rétracter la sculpture de terre pour le déséquilibrer et mettre fin à l'examen. Alors qu'elle loue sa puissance de feu et son affinité et le met en garde contre son imprudence, Lucas tente une attaque furtive sur elle. Mais Arthur l'annule avec son épée, ce qui fait que Lucas se plaint qu'un étranger ait interrompu son duel. Malheureusement pour lui, personne n'y croit puisque l'examen était déjà terminé avant qu'il n'attaque, il reçoit donc un rang B et est expulsé de la scène. Juste après le départ de Lucas, Arthur est appelé sur scène et alors qu'il va prendre son épée, Caspian remarque quelque chose d'inhabituel dans l'énergie d'Arthur, alors il choisit de servir d'examinateur pour Arthur. Ils s'affrontent et après le duel, Arthur est également enregistré comme aventurier de classe B. Pendant ce temps, les examinateurs se plaignent qu'un grand nombre de candidats aient reçu un rang B en une seule journée. Caspian souligne alors que chacun d'eux méritait ses rangs, mais ce qu'il trouve plus intéressant, c'est le fait qu'ils peuvent être comparés aux 3 tribus. Tout comme Lucas est un demi-elfe, Elijah a été élevé par des nains qui l'ont envoyé s'habituer aux humains en tant que leurs représentants. Arthur, d'autre part, est venu avec Jasmine, et bien qu'il ne sache rien d'Arthur, Caspian reconnaît les compétences à l'épée du garçon. Pendant ce temps, Arthur sort avec Jasmine, et il est approché par Elijah qui lui dit qu'il serait intervenu si Arthur ne l'avait pas fait lors de la confrontation de Lucas avec l'examinatrice. Quand on parle du loup, Lucas les voit et les insulte, qualifiant leur rencontre de joyeuse réunion. Mais il est offensé par les tristes remarques d'Arthur et l'attrape, prêt à le frapper, mais s'arrête finalement quand les gens commencent à se rassembler pour les regarder. Furieux, Lucas s'en va et menace Arthur de ne plus interférer dans ses matchs. Plus tard ce jour-là, Jasmine emmène Arthur dans un pâturage de bêtes où les aventuriers de classe inférieure vont s'entraîner ou collecter les matériaux dont ils ont besoin pour les quêtes. Elle le conduit ensuite plus loin dans la forêt, courant à toute vitesse. Et alors qu'Arthur réalise à quel point elle est rapide, il se souvient qu'il avait aussi fait une erreur lors de son duel avec Caspian plus tôt. À l'époque, il avait plutôt l'impression que Caspian essayait de le forcer à être plus rapide, alors à un moment donné, il a pris confiance et a tenté une attaque, ce qui l'a fait perdre. Soudain, ils entendent des explosions devant eux et voient un groupe d'aventuriers essayant d'abattre une bête. Mais malheureusement pour le groupe, le monstre les dévore comme un gâteau au fromage. Arthur et Jasmine s'enfuient immédiatement, mais la bête les voit et les charge, alors ils essaient de riposter. Mais Jasmine, étant la plus expérimentée, pousse Arthur hors du chemin pour l'affronter seule. En l'engageant au combat, elle réalise presque trop tard qu'il dépasse ses attentes.
Alors Arthur saute et la sauve du danger comme une demoiselle en détresse. La bête voit ensuite un groupe d'aventuriers blessés et en fait sa nouvelle cible. Alors qu'elle se prépare à les charger, Jasmine décide de les défendre. Inquiet, Arthur manque de se précipiter au combat, mais son ancien lui dit alors de frapper au bon moment. Il prend donc une posture et tire l'épée spéciale tout en l'augmentant de magie de flamme, et il fend les bêtes avec une technique spéciale qui ferait pleurer Rengoku de Demon Slayer. Plus tard ce soir-là, après que les aventuriers aient emporté leurs objets précieux, Jasmine réprimande sévèrement Arthur pour son imprudence. Plus tard dans la nuit, alors qu'il campe près d'un feu, Jasmine raconte à Arthur comment elle est devenue aventurière pour s'éloigner de sa famille. Selon elle, la famille Flamesworth était connue pour créer de puissants sorciers avec la capacité de feu depuis des générations, et il croit que le feu est le plus puissant de tous les éléments. Mais voyant que Jasmine n'a aucune affinité pour l'élément feu, il l'avait considérée comme un échec, même si elle fut le premier enfant à s'éveiller. En entendant son histoire, Arthur s'énerve car cela lui rappelle comment il avait aussi été traité dans sa vie passée. Il lui dit donc qu'elle n'est pas un échec et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les éléments, et son geste remonte le moral de Jasmine. Elle lui raconte ensuite comment les membres du groupe des cornes jumelles avaient l'habitude de la réprimander quand elle les a rejoints pour la première fois pour avoir agi imprudemment, mais grâce à eux, elle a appris à travailler en équipe. Après un moment, elle s'endort, et Arthur s'inquiète de savoir s'il peut changer comme elle le souhaite. Pendant ce temps, depuis Aile Noire, Tessia observe Arthur à travers un cristal brillant et elle devient jalouse après l'avoir vu avec une autre femme. La maladroite manque de briser le cristal et Varien la surprend en flagrant délit d'espionnage sur Arthur, alors il lui donne un livre pour qu'elle apprenne son chinois bien maîtrisé pendant son temps libre. 2 ans plus tard, Arthur, le mystérieux épéiste masqué, devient le sujet de conversation de la ville pour son immense force, et une fois, Jasmine le rencontre et ils partent. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Écrivez votre meilleure fille de la série dans les commentaires et la raison pour laquelle vous pensez qu'elle forme le meilleur couple avec Arthur. N'oubliez pas non plus de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour rester informé.